Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez bien sûr en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine qui démarre dans le dur pour les indices actions en Europe notamment, avec une baisse de 1 à 1,5% pour les principaux indices européens à mi-séance et un CAC 40 qui casse à la baisse le niveau des 6000 points après l'échéance de vendredi. Est-on en train de sortir par le bas de notre range bien identifié sur le CAC et sur les autres indices européens et mondiaux? Question qu'on posera à Romain Daubry dans un instant avec le plan de trading de la semaine. Une semaine qui sera marquée par une série intense de réunions de banques centrales, à commencer par la Réserve fédérale américaine. Décision attendue mercredi soir pour la Fed. Et puis jeudi, grosse journée également avec les décisions attendues de la Banque nationale suisse, de la Banque d'Angleterre ou encore de la Banque du Japon. Voilà pour le panorama de la semaine. On notera parmi les dossiers spécifiques qui retiennent l'attention des investisseurs l'abandon de la fusion TF1-M6 annoncée vendredi soir, qui pèse évidemment sur les cours boursiers de TF1 et de M6 à Paris. Et puis notons également les précisions, les détails de l'introduction en bourse de Porsche qui s'annonce comme une introduction en bourse historique. Les négociations pourraient commencer dès la semaine prochaine sur le marché allemand et Volkswagen veut valoriser sa filiale quasiment autant que le groupe Volkswagen, à savoir entre 70 et 75 milliards d'euros. Voilà pour les sujets de marché. Nous en parlons dans un instant avec nos invités et puis ce soir à 17h avec les invités de Planète Marché. Et puis dans cette émission, un sujet qui me tient à cœur, la démocratisation du private equity avec une nouvelle étape franchie par l'un des leaders, le leader de la gestion de l'épargne en ligne en France, Yomoni, qui intègre désormais une offre spécifique de private equity, un private equity d'exception. On vous expliquera de quoi il s'agit. Cette offre de private equity est intégrée à partir d'aujourd'hui à l'offre de compte titres de Yomoni et demain à l'offre d'assurance vie et de PER. C'est Romain Daubry qui est avec nous pour entamer cette édition, comme chaque lundi à 12h30 pour le plan de trading de la semaine avec Bourse Direct. Romain, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Bon, on s'est vu vendredi à l'issue de l'échéance trimestrielle, à l'issue d'une séquence compliquée pour les marchés actions en Europe notamment. Force est de constater que cette séquence se poursuit en ce début de semaine avec des niveaux testés voire cassés qui commencent à être des niveaux importants. Ouais, sur des niveaux très importants, et ils sont cassés. Maintenant, alors ils sont cassés sur un début de semaine, c'est jamais très bon signe, mais on passe sous tous les indices quasiment. On va le voir, pas tout à fait encore sur les indices américains, mais sous des niveaux de support importants. Et effectivement, le trading range qu'on espérait être la meilleure solution, la meilleure tenue de marché pour les semaines à venir est en train de rompre. On a un peu tous les vents contraires. Hein. La saisonnalité, on sait que le mois de septembre est le pire mois sur les marchés, ça se confirme. La hausse des taux, évidemment, tout le contexte pèse évidemment aussi de son poids sur ces éléments-là. Et on le voit sur pas mal de valeurs. Il y a une vraie purge qui se met en place. On espérait une mini-capitulation il y a une dizaine de jours. Elle se poursuit sur les small et mid-caps. On voit des valeurs comme Cogra, qui étaient des petites valeurs, mais qui est dans des secteurs forts, puisque c'était sur l'énergétique. Cogra, c'est des granulats de bois. Donc, c'était une valeur qui était passée de 4,20 € à plus de 19 € et qui perd 30% en quelques séances. Et puis, les valeurs fortes... Donc là, c'est un exemple intéressant. Il y a des convictions qui lâchent. Il y a des convictions qui lâchent, des prises de bénéfices, des sorties, et des sorties brutales. C'est-à-dire que 35% dont je parle, c'est en quelques séances. Hein. iPay, on en parlait vendredi soir, elle a perdu plus de 40% maintenant sur quelques séances. Sur les terminaux de paiement, c'est un modèle qui fonctionne. Il n'y a pas de remise en cause ou voilà. Mais il y a ce qu'on pressent et ce que FedEx a confirmé vendredi, cette vague de possible de profit warning qui pèse vraiment sur les marchés et sur les indices. On a même des stars comme Morel et Pron qui était vraiment la valeur forte des derniers mois qui baisse assez significativement. Esso
beaucoup plus. Elle a perdu 35% depuis ses points hauts, depuis la publication de ses résultats, quasiment, en 4 ou 5 séances. Donc, ils sont vraiment tout un ensemble de valeurs qui tenaient bien et qui avaient le vent en poupe et pour lesquelles les opérateurs commencent à dégager, à prendre du bénéfice. Et on est en train de revenir sous des niveaux de prix qui sont dangereux. En plus, avec une position ouverte à la vente, short, qui prédomine clairement. On a bien sûr l'Eurostoxx, on a baissé de plus de 7,5% depuis la dernière échéance du mois d'août, donc depuis le 19 août, et la position ouverte a augmenté de 14%. Sur le CAC 40, c'est moins flagrant, mais on a une position ouverte qui est très très faible, 240 000 contrats futurs ouverts. C'est quasiment un des plus bas niveaux que j'ai pu enregistrer sur la position ouverte sur le CAC 40 depuis que je la relève en 6 ans. C'est-à-dire que les opérateurs sont complètement en retrait. En revanche, en contrepartie de ça, on a quand même de la couverture dans les portefeuilles, mais avec des positions ouvertes qui sont de la moitié de celles habituelles. C'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment besoin de couvrir parce qu'on est vraiment en retrait, vraiment en cash. Je ne parle pas des niveaux de décollecte sur l'Europe, etc., qui pèsent aussi et encore 20 semaines de décollecte d'affilée sur l'Europe. Voilà, on a un tableau qui est... Ouais, assez noir, mais qui ne constitue pas une limite justement à la baisse à ce stade. C'est le risque. C'est rampant. En fait, il n'y a pas eu ce sell-off, cette vraie purge de marché. On reste technique, et on va le voir sur les graphiques, on reste technique encore. On teste niveau après niveau, des points plus bas, et c'est un crack rampant qui est assez pénible. Et on savait que ce serait long, on espérait que ça tienne un peu mieux. Pour l'instant, ça passe du mauvais côté de la barrière. Maintenant, il y a encore cette semaine, effectivement, qui va être charnière. Ouais, avec beaucoup de réunions de banques centrales, à commencer par la Réserve fédérale américaine. Si on prend l'indice américain S&P 500 comme référence, Romain, où en est-on là d'un point de vue technique et graphique pour l'indice américain ? Alors, on va commencer par la possible bonne nouvelle. On a rompu le canal haussier, on est passé à la borne basse. Et alors, j'ai un peu étendu les bornes du trading range parce que on revient sur des niveaux d'alerte de long terme qui sont importants, qui sont très bien travaillés. Et on l'avait évoqué à l'ouverture du gap baissier du 22 août dernier. On avait dit que ce serait probablement déjà un gros plafond de verre et que le gap baissier qui avait été ouvert le 13 juin serait notre borne basse. Quand je vous dis que ça reste technique, on est allé au plus bas de la semaine dernière à 3838, tester le bas du gap baissier du 13 juin. Donc c'est un marché qui reste hyper technique au point près et qui a rebondi en fin de semaine. Là, peut-être bonne nouvelle, ça s'annonce pas très bien pour l'ouverture vu l'orientation des futurs américains, mais c'est qu'on a eu ce marteau. Ce marteau, c'est en bas de marché, un possible signal de retournement. La bougie est parfaite, ouverture, clôture un petit peu plus bas, mais un tout petit corps et une grande mèche en bas qui traduit que le fait qu'en fin de séance, les acheteurs se sont manifestés, ont repris la main. Alors pour l'instant, les futurs n'indiquent pas ça, mais voilà, on est sur ce niveau d'alerte, 3810, 3838, ça va être notre benchmark. La bonne nouvelle, si on veut, c'est qu'on avait 14% de baisse sous les pieds la semaine dernière, 14 à 15% de baisse sous les pieds la semaine dernière. Il ne reste plus que 10%. Il y en a un peu moins maintenant. Oui, c'est ça. Sur les niveaux de clôture de vendredi, ça reste quand même des niveaux de baisse qui pourraient être assez marqués et peut-être un mouvement assez violent. Encore une fois, un marché qui est très creux. Pour l'instant, ça se passe de façon assez canalisée. Il faudra intégrer au moins 3901 et surtout 3961 pour invalider le mouvement de baisse en cours. Et puis on est en train, on le voit bien, d'entamer cette zone d'accumulation du mois de juin-juillet dans laquelle les opérateurs avaient payé. Et donc il faut comprendre que psychologiquement, ceux qui avaient acheté sur ces niveaux-là commencent à ne gagnent plus et commencent à se demander s'il faut des boucles ou non. Donc on n'est pas loin de décrocher si on ne réagit pas très vite. Bon, moment make or break, on verra effectivement comment les investisseurs réagissent à la situation du S&P 500 et si cette situation technique appelle une réaction positive de la part des investisseurs. Quand on regarde le Nasdaq, là vous signalez quand même que la probabilité la plus élevée, c'est d'avoir une poursuite du mouvement de baisse. Maintenant, on a rompu. C'est assez clair. On a rompu la ligne de coup. On arrive dans une dernière zone d'alerte éventuelle, c'est-à-dire qu'on peut encore envisager une réaction, mais on a baissé avec des volumes qui, il faut le dire, sont pas extraordinaires, mais comme on sait que les opérateurs sont en retrait, que le marché est baissier depuis un certain temps, que les rebonds sont produits avec pas beaucoup de volume, qu'il y a de la spéculation baissière, on ne peut pas s'attendre dans la baisse non plus à des volumes monstrueux, sauf en cas de vraiment sell-off, et ce qui n'est pas encore le cas. On rompt ce qui pourrait être la ligne de coup, je dis pourrait parce qu'elle est pas très belle graphiquement, cette épaule, tête épaule, cette structure en épaule, tête épaule, l'épaule de droite ayant vraiment dépassé la symétrie, mais on baisse avec un gap baissier, avec une grande bougie rouge, avec un peu plus de volume dans l'épaule baissière, et on passe en dessous de ce niveau qui a été très bien observé par le marché. On rompt aussi la ligne de tendance haussière de court terme que vous avez en noir, et on s'arrête pour l'instant tout juste sur le bas du canal baissier qui était en violet, l'ancien canal baissier qu'on avait débordé fin juillet et qui était actif depuis novembre dernier. Donc c'est vraiment le dernier sursis qu'on peut espérer
espérer au-delà de 11 560, mais d'être passé sous 11 826, c'est pas bon signe. La zone cible, on la voit, elle est une dizaine de pourcents en dessous, 10 166, 10 040. C'est pas beaucoup de support en dessous de ça, et on voit qu'on a déjà là, ici, pas mal entamé le niveau d'accumulation du mois de juillet. Comment est-ce que la situation se traduit en Europe, si on prend l'Eurostoxx 50 comme indice de référence, Romain ? Alors là, pour voir le côté positif des choses, on sous-performe moins qu'on ne sous-performait en Europe. On a même beaucoup moins baissé, à 95% pour la semaine dernière sur l'Eurostoxx. On tient mieux, mais on a beaucoup moins progressé, et donc on revient sur cette zone d'accumulation. Là, on est toujours au-delà de 3450 à l'instant où on se parle sur l'Eurostoxx. C'est toujours le niveau d'alerte qui va être à défendre. On voit que le trend est baissier, et il n'y a pas beaucoup plus d'éléments à apporter à cette heure-là sur l'indice. Soit ça passe, soit ça casse, mais on est quand même bien à la main des marchés américains, évidemment, et pour l'instant, l'orientation n'est pas terrible. On le disait vendredi également, à l'occasion du débrief de l'échéance trimestrielle, je crois que c'était Philippe Béchade qui le soulevait. S'il doit se passer quelque chose en Europe, de plus grave encore sur le plan des indices boursiers, c'est par le DAX que les choses arriveront. Comment on surveille et comment on regarde le DAX à ce stade, Romain ? Ouais, c'est exactement suite au commentaire que j'ai rezoomé sur le DAX. Parce que les problèmes viennent de l'Allemagne. On le regardait moins parce qu'il sous-performe encore plus que les autres. 12% dans le rebond de l'été contre 24% pour le Nasdaq. C'était vraiment l'indice le plus faible. Il est en train de rompre cette oblique que vous avez en noir haussière, là, qui est au niveau de l'alerte de long terme, qui a été 4 fois testé. C'est un graphique en hebdomadaire, donc 4 semaines depuis juillet. Et là, on est en train de passer en dessous, donc de 12 620, alors qu'il est. On n'a jamais sur le DAX repassé la ligne de tendance baissière de moyen terme qu'on avait réussi à franchir en juillet sur tous les autres indices. Jamais sur le DAX. Le minimum du mouvement baissier complémentaire, c'est d'aller chercher la zone 11 170, 11 450. On sait encore une fois qu'on suivra la majorité des autres indices. L'ouverture hebdomadaire sous ces niveaux-là n'est pas de bon augure du tout. Il va falloir réagir très très vite sur cet indice si on veut pouvoir au moins préserver la latéralisation. On n'en entendrait pas mieux dans l'immédiat. Bon, le DAX avec une situation technique des plus dégradées aujourd'hui parmi les autres indices européens. Si on prend le CAC 40, bon, la situation est peut-être un peu meilleure. On est quand même dans une zone d'alerte de moyen terme pour le CAC et le futur CAC, notamment que vous nous proposez en lecture journalière. Oui, tout à fait. Alors j'ai étendu aussi sur le futur CAC 40 le trading range parce que on testait des zones, on y revient. 5970 est à nouveau testé ce matin. C'était le point bas de début septembre sur lequel on avait réussi à rebondir un peu. Pour l'instant, on était très légèrement au-dessus, mais on rompt 6040. 6040, c'était notre alerte. Et c'est pas bon signe du tout. Donc on se laisse un peu de marge. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'inertie baissière. On entame une nouvelle échéance sur les marchés dérivés. Il y a ces grosses réunions de la semaine des banques centrales. Il y a aussi en fin de semaine les PMI, les directeurs d'achat. Vendredi, ça peut jouer un peu. Disons qu'on on a des indices qui glissent doucement, qui n'ont pas décroché complètement. Donc, on peut étendre ce trading range. Ça donne l'intérêt, c'est que ça recule un petit peu le précipice. L'inconvénient, c'est que ça élargit le range. Donc, quand on rompt un trading range, on le duplique vers le bas. Les cibles baissières, elles se situent maintenant sous 5500 points, clairement, un peu au-delà de 5390 points. Il y a un vrai risque d'aller chercher ces niveaux-là. Encore une fois, on voit bien que la zone d'accumulation de l'été et du début de l'été est en train d'être sérieusement entamé. Il n'y a pas beaucoup de configurations et de valeurs qui soient très positives dans l'immédiat. On a quelques secteurs qui sortent du lot, la banque, l'assurance, un petit peu la construction, et puis la finance. Mais sorti de là, il n'y a pas beaucoup de secteurs qui tirent leur épingle du jeu. Ça tient pour l'instant, mais on sent que c'est un fil. Est-ce que la logique de stock picking semble adaptée à ce stade ? Est-ce qu'il y a quand même des choses à faire du point de vue de l'investissement cette fois, Romain ? Avec un niveau de prudence important, j'imagine ? Oui, un niveau de prudence toujours. On surveille le marché. Autant, il y a 10 jours, on tentait des entrées sur des titres. Il y a des valeurs qui surperforment un peu, des valeurs comme Worldline qui ont l'air de se reprendre, des valeurs qui stabilisent en bas de marché comme Atos, mais bon, enfin, c'est très compliqué. C'est des dossiers tricky quand même, piégeux. Très compliqué. Donc pas vraiment de ce côté-là. On voit que Eurofins stabilise aussi, mais elle a une bougie baissière qui n'est pas très belle. Il n'y a pas vraiment de dossier qui soit intéressant dans l'immédiat. On est plutôt vraiment en retrait. On avait un début de mouvement possible il y a une dizaine de jours. Là, c'est pas très engageant du tout. Je vous dis, en dehors de ces quelques secteurs avec quelques valeurs qui surperforment, c'est-à-dire qui baissent moins que le reste, il n'y a pas vraiment de configuration haussière ou de signaux de retournement. Les screeners se vident, et quand on regarde des valeurs, ce ne sont pas des valeurs de qualité qui payent dans l'immédiat. Il y a quelques dossiers spéculatifs qui remontent par moment, mais quand on voit que même le secteur des valeurs pétrolières pèse, c'est compliqué. Maintenant,
il y a effectivement peut-être des niveaux d'entrée sur certains. On voit que Dassault Systèmes tient bien par rapport au reste. On l'avait du marché. signalé vendredi, effectivement. Et il y a des valeurs comme ça. Donc, il y a des choses à regarder individuellement sur les titres. On a vu qu'il y avait un beau rebond aussi sur la filiale de location de voitures d'occasion de Peugeot, Aramis Group, Aramis Auto, qui s'est retourné, qui a donné un vrai signal de retournement aussi. Ce sont des tout petits dossiers et ce sont des mouvements faibles dans un marché compliqué. Là, pour l'instant, cash is king. Un mot pour conclure des matières premières. Là aussi, les signaux alors envoyés par le pétrole, notamment à travers l'été, une baisse de 30%, ne sont pas des signaux globalement très positifs si on regarde ça avec la dimension croissance mondiale. Quand vous regardez l'indice large des commodities, des matières premières, le message n'est pas forcément meilleur non plus, Romain ? Non plus. Sur le CRB, donc ils lisent pas mal les choses concernant les matières premières, qui étaient vraiment très forts ces dernières semaines. Rond, en hebdomadaire, la ligne de tendance haussière qui était active depuis février dernier, il la rond en hebdomadaire avec un gap. C'est pas bon signe non plus. Effectivement, le pétrole pèse et le pétrole rond de la même façon sa ligne de triangle. Il jouer avec la borne basse du triangle symétrique qu'on a regardé déjà il y a 2 semaines ensemble. Là, il est passé en dessous. Il arrive tard dans ce triangle, le pétrole, ce qui veut dire que le mouvement va peut-être pas être très brutal, mais en tout cas, la dynamique haussière est probablement en train d'être rompue. On a au mieux une évolution vers un trailing range, c'est-à-dire si on défend 25,75 pour aller chercher, pourquoi pas 27,57, la borne haute sur le CRB. Mais le signal est comme tout le reste des actifs. On rappelle que le CRB est composé de 19 matières premières, dont 30% au moins de pétrole, et puis de diverses matières premières, dont l'or et l'argent. Là aussi, c'est très lourd. L'or rond aussi un niveau de support important, 1885, et en hebdomadaire le confirme. Il n'y a pas vraiment d'endroit où se cacher pour l'instant. Le marché est clairement plombé sur tous les actifs. Merci beaucoup Romain pour ce plan de trading utile qui réitère ce message de prudence dans un moment où effectivement le flux de nouvelles macro et monétaires avec les réunions de Banque centrale encore à suivre cette semaine est plutôt un flux contraire à la prise de risque sur les marchés aujourd'hui. Ce n'est pas un flux de nouvelles qui incite à prendre beaucoup de risques à ce stade. Romain Dobré avec nous chaque lundi à 12h30 dans Smart Bourse pour le plan de trading avec Bourse Direct. Sortons un petit peu de la conjoncture du moment sur les marchés pour évoquer une classe d'actifs qui se démocratise de plus en plus et c'est un fil rouge à travers cette émission pour ceux qui suivent Smart Bourse depuis quelques années maintenant, la démocratisation du private equity. Le PDG de Yomoni est avec nous en visioconférence pour évoquer alors cette nouvelle offre qui entre en vigueur aujourd'hui chez Yomoni. Sébastien Dornano, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous l'annoncez aujourd'hui, l'intégration d'une offre de private equity au sein de différentes enveloppes. Alors la première enveloppe concernée, c'est celle du compte titre, et puis demain seront concernées les enveloppes d'assurance vie et de PER chez Yomoni, je le rappelle, qui est un des acteurs de référence en France, notamment de la gestion de l'épargne en ligne. Vous êtes un pure player digital de ce point de vue-là, Sébastien. Qu'est-ce qui caractérise votre offre de private equity et pourquoi est-ce que vous avez estimé que c'était un bon moment de proposer cette classe d'actifs à des épargnants particuliers ? Alors, comme vous le savez, la mission que se donnait Yomoni, c'est de diversifier l'épargne long terme de ses clients. C'est comme ça qu'on a lancé en 2015 et qu'on a poussé la gestion indicielle dans tous nos portefeuilles, dans tous nos mandats. Et il nous paraissait important de continuer cette mission qui est donc sur 2 pattes, qui est à la fois l'accessibilité et la diversification de toutes les solutions qui permettent d'optimiser son épargne en ligne. Le private equity avait beaucoup de sens. Pourquoi ? Parce qu'on a travaillé sur le marché coté, on a un track record maintenant de 6-7 ans qui est démontré, qui prouve l'intérêt d'avoir de la gestion indicielle. Et on trouve que le private equity est bien sûr un très bon complément sur de l'épargne long terme. Moi, je rappelle qu'on a plus de 60% de nos clients qui investissent chez nous pour une horizon d'investissement qui est de plus de 10 ans. Et c'est bien l'essence même du private equity, c'est d'arriver sur des temps longs à proposer une surperformance, en tout cas à rechercher une surperformance qui peut intéresser nos clients en complément et de diversification de solutions de gestion indicielle. Donc voilà pourquoi on l'a proposé. Pourquoi maintenant ? Parce que d'abord, il faut trouver les bons partenaires. Et là-dessus, on a voulu être extrêmement vigilant et mettre la barre très très haut pour être sûr que le partenaire qui allait nous accompagner sur ce sujet-là et pouvoir être de très bons conseils pour nos clients. Et on l'a trouvé dans
dans la personne d'Altaroc. C'est la société qui a été montée par Maurice Chéniaud et Frédéric Stollard. Donc là, on est sur une expertise très forte, sur de l'accessibilité à des fonds qui sont de très, très, très bonne qualité. Et ça, c'est très rassurant pour nos clients et pour nous aussi, pour les amener vers cette classe d'actifs qui, effectivement, comme vous l'avez dit, se démocratise gentiment. Elle avance, mais ce qui est essentiel pour moi, et en particulier dans des contextes comme cela, c'est de pouvoir rendre cette classe d'actifs accessible, mais surtout les meilleurs fonds accessibles. Parce qu'on sait que là, il va y avoir sans doute des différences entre les meilleurs et ceux qui vont avoir un peu plus de mal à suivre le contexte actuel. Ouais, private exception, d'exception. Hein. Frédéric Stollard est venu nous raconter l'aventure Altaroc déjà plusieurs fois dans Smart Bourse avec Maurice Chéniaud, deux grands noms du private equity en France, hein, pour ceux qui ne les situent pas. Maurice Chéniaud étant le fondateur d'Apax, qui a été évidemment la société pionnière en matière de développement du private equity en France. Qu'est-ce qui intéresse vos clients épargnants dans cette classe d'actifs, Sébastien? Vous l'avez dit, la question de l'horizon de temps, évidemment, une question clé quand on investit dans un programme de private equity avec une liquidité qui est évidemment pas du tout celle du marché coté et de la gestion indicielle. Demain, cette offre sera accessible à travers un PER. Est-ce que l'horizon de la retraite, par exemple, est-ce que c'est un levier, est-ce que c'est un vecteur important pour faire adopter cette classe d'actifs au plus grand nombre, comme vous dites? Moi, je pense qu'il y a deux façons d'adopter cette classe d'actifs. Bien sûr, la première, c'est la convergence des horizons d'investissement. Et vous avez raison de rappeler que le PER, qui est pour le coup probablement la poche avec l'horizon d'investissement le plus long, correspond parfaitement à un investissement dans le private equity. Donc là, on a une belle combinaison et on a hâte de pouvoir nous aussi le proposer à nos clients à travers le partenariat Altaroc. Le deuxième point, je pense, qui est clé, c'est d'accompagner le client. Et c'est ce qu'on a, et on l'a fait dans la gestion indicielle, et je pense que ça marchera de la même manière dans le private equity. C'est-à-dire qu'il faut avoir une expertise pour pouvoir sélectionner les supports de private equity, proposer les meilleurs, proposer la bonne allocation pour effectivement toujours optimiser ce couple rendement-risque. Et les mandats pour ça sont parfaits. Ce qu'on fait avec Altaroc, qui est finalement un fonds de fonds où Altaroc va sélectionner les meilleurs fonds, nous permet d'avoir cette diversification et cette sélection des fonds. Et je pense que c'est en accompagnant ce client comme ça qu'on va pouvoir réussir à le faire adhérer à cette nouvelle classe d'actifs en l'intégrant dans des mandats peut-être même plus larges demain, qui combineront à la fois de la gestion cotée, à la fois de private equity, peut-être demain de l'immobilier, pour faire en sorte que le client n'ait plus qu'un seul focus, c'est quel est mon horizon d'investissement, quelle est mon appétence au risque ou mon stress par rapport au risque. Et puis en fonction de ça, à nous de proposer les meilleurs mandats qui vont inclure de la gestion indicielle, des marchés cotés, du marché non coté à travers du private equity avec Altaroc, peut-être demain de l'immobilier. C'est là la solution, c'est effectivement tenir la main de l'épargnant pour lui proposer effectivement l'offre la plus adéquate à sa personnalité, à ses projets, mais pas forcément le contraindre à faire un choix par lui-même sur effectivement une matière qui est pas la plus simple. Qu'est-ce qu'on trouve concrètement dans l'offre d'Altaroc, Sébastien? Parce qu'évidemment, on peut se dire, on fait confiance à Maurice Chéniaud et Frédéric Stollard. Et il y a des raisons de faire confiance à ces deux gérants d'exception qui connaissent parfaitement le monde du private equity, et notamment le monde anglo-saxon du private equity, qui n'est pas un monde ouvert à tout le monde, pour dire les choses. Néanmoins, la confiance, c'est aussi une question de transparence. Est-ce qu'un client de chez Yomoni aura un détail quand même des investissements réalisés en matière de private equity, y compris à travers une stratégie de fonds qui peut être parfois compliquée à comprendre? Vous avez raison. Et la transparence, c'est un des éléments clés. Donc, bien sûr qu'on l'a intégré dans notre proposition. Ce à quoi aura accès en fait le client, c'est d'abord, bien sûr, les fonds qui sont sous-jacents. Et il y a déjà 4 des 6 fonds qui ont déjà été sélectionnés et préemptés pour garantir leur accessibilité. On a du Bridgepoint. Vous avez cité Apax. Il y aura aussi de l'Apax. Il y aura du Insight Venture. Donc, il y aura des fonds de très belle qualité internationale, et c'est ça qui est important aussi dans l'offre qu'on propose, c'est qu'on reste sur une diversification mondiale. On a beaucoup d'offres qui émergent aujourd'hui de private equity proposées aux Français, qui sont soit franco-français, soit européens, mais rarement internationaux. Et là, le portefeuille qu'est en train de mettre en place Altaroc est un portefeuille qui a vocation à être 40% US, 40% Europe et 20% reste du monde. Là, ça nous plaît bien parce que ça reste toujours en adéquation avec une très 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 forte diversification. Ce à quoi aura accès le client, c'est bien sûr la composition du fonds de fonds, donc les fonds eux-mêmes, mais on compte aller même en dessous, c'est-à-dire
montrer les investissements qui sont faits par chaque fonds, parce que ce que recherchent peut-être aussi les clients, et quand on en parle avec eux, c'est un des points importants, c'est le lien avec les entreprises qui sont investies, les histoires dans lesquelles les fonds investissent, et qui sont généralement des facteurs importants de rapprochement entre, on parle toujours de l'économie réelle et de l'épargnant, c'est effectivement des supports qui sont intéressant pour ça, et donc on compte bien faire vivre ces investissements des différents fonds qui sont parmi les meilleurs mondiaux dans des pépites, des licornes, on espère, et donc pour profiter les épargnants qui souscriront à cette offre. Grâce à cette ingénierie financière, je le dis très solennellement, Sébastien, le ticket d'entrée est abaissé à combien pour un particulier? Parce que ça a été souvent un frein quand même pour démocratiser le private equity. Jusqu'à présent, il fallait quand même avoir une surface patrimoniale importante. Est-ce que là, effectivement, avec le mécanisme que vous mettez en place avec Altaroc, est-ce qu'on peut vraiment parler, quand on regarde le ticket d'entrée, d'une démocratisation du private equity? Vous avez raison. La première chose qu'on met à disposition dès le 20, c'est effectivement le private equity dans le compte titre, et on reste sur des niveaux assez élevés qui sont de 100 000 euros, même si c'est très bas en fait. Quand vous regardez l'accès à ces fonds, il faut mettre plusieurs millions d'euros normalement, mais on arrive à le baisser à 100 000 euros sur 5 ans, c'est-à-dire un investissement de 20 000 euros à peu près en moyenne par an. Donc ça, c'est le premier seuil. Et on a vocation, avec le PER et dans l'assurance vie, de baisser au fur et à mesure ce seuil, de le baisser d'abord à 10 000 euros, et puis à 1 000 euros au sein de l'assurance vie. C'est tout l'enjeu qu'on a, c'est de rendre cette case d'actifs la plus accessible à travers des mandats, ce qui permettra en plus aux clients d'avoir une solution clé en main. Charge à nous, effectivement, et ça c'est une responsabilité importante, de bien maîtriser l'adéquation de la situation financière du client, du projet du client et de ce qu'on va lui proposer. Donc, compte titre à partir d'aujourd'hui, à partir du 20, en tout cas, chez Yomoni. À quel horizon est-ce que l'offre de private equity pourra être souscrite à travers une assurance vie ou un PER chez vous, Sébastien? On a bon espoir de pouvoir proposer le PER avant la fin d'année. Et au premier trimestre 2023, on mettra à disposition le private equity dans l'assurance vie. Merci beaucoup Sébastien, merci pour votre éclairage sur cette nouvelle offre effectivement dans le marché à travers l'offre de Yomoni et d'Altaroc. Les deux unissent leurs forces pour proposer donc du private equity pour les clients de Yomoni. Sébastien Dornano, le PDG de Yomoni, était avec nous en visioconférence en direct dans cette émission Smart Bourse de la mi-journée. Voilà pour cette édition, on se retrouve à 17h en direct sur Bismart.